21 novembre 1961. Michael C. Rockefeller, 23 ans, jeune héritier de la célèbre et richissime famille Rockefeller, disparaît lors d'une expédition en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le jeune homme avait pour mission d'acheter des œuvres d'art tribales de l'ethnie Asmat, destinées aux collections du musée d'art primitif, que son père Nelson, gouverneur de New York, avait fondé en 1957. Né en 1938, Michael, même s'il a grandi dans un environnement privilégié et fait Harvard, il a une âme d'aventurier. En 1961, il saisit l'occasion de partir dans une contrée exotique en participant à une expédition du musée d'archéologie et d'ethnologie Peabody en Nouvelle-Guinée néerlandaise, colonie des Pays-Bas. Pays insulaire situé dans l'océan Pacifique, au nord de l'Australie et à l'ouest des îles Salomon. La Nouvelle-Guinée abrite les tribus les plus isolées et méconnues de la planète. L'objectif de l'expédition Peabody est d'étudier en particulier la tribu Dani. Michael s'investit pleinement dans ce projet ethnologique et culturel. Sincère dans sa démarche, il prend part à la vie de la tribu, en toute humilité. À son retour aux États-Unis, Michael a déjà envie de repartir et il monte lui-même une nouvelle expédition, encore en Nouvelle-Guinée. Les circonstances sont cette fois différentes. Il part juste avec un anthropologiste nommé René Wasing. Nous sommes le 17 novembre 1961. Les deux hommes comptent se rendre sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Guinée néerlandaise pour aller à la rencontre de la tribu Asmat. Si les Dani sont une peuplade d'agriculteurs pacifiques, les Asmat sont eux des guerriers féroces. La culture Asmat est dominée par un principe de réciprocité. Selon eux, toute mort doit être contrebalancée par une autre. Cette loi du talion était une obligation spirituelle. Les Asmat n'hésitent pas à massacrer leurs ennemis et surtout à manger leur chair pour gagner des pouvoirs surnaturels. Les Asmat sont environ 65 000 et se nourrissent de poissons, de gibier et cuisinent la farine du palmier sagoutier. Les langues qui parlent forment le groupe des langues Asmat. Les membres de la tribu Asmat croient qu'ils sont nés du bois. Le bois est donc sacré pour eux. Même dans les temps anciens, ils sculptaient des choses merveilleuses avec le bois. Les Asmat sont considérés comme les meilleurs sculpteurs sur bois de l'âge de pierre et nombre de leurs sculptures gravées se trouvent dans des musées du monde entier. Bien qu'ils soient largement connus pour la qualité de leurs sculptures en bois, ils sont également réputés pour leurs pratiques traditionnelles de chasse aux têtes et de cannibalisme. Les Asmat ne se contentaient pas de chasser les crânes, ils les vénéraient également. Les crânes des défunts étaient dépouillés. Les yeux et les parties nasales étaient fermés afin d'empêcher les mauvais esprits d'entrer ou de sortir du corps. Les crânes ainsi modifiés et décorés étaient exposés par les Asmat dans des endroits honorables de leur longue maison. Outre le fait que les Asmat étaient des chasseurs de têtes, ils chassaient aussi pour les noms. Ils croyaient que lorsqu'ils tuaient un homme et le mangeaient, ils prenaient son pouvoir et devenaient cette personne. Chaque personne était nommée d'après une personne décédée ou d'après un ennemi tué. Il arrivait qu'un enfant ne reçoive un nom que 10 ans après sa naissance, et après que son village a entrepris de tuer un homme d'un village ennemi voisin. Il devait apprendre le nom de l'homme qu'il avait tué, puis rapporter son crâne dans leur village. Ce n'est que de cette façon qu'une personne pouvait obtenir un nom. Heureusement, la mauvaise réputation des Asmat fait partie de l'histoire ancienne. Les missionnaires ont fait beaucoup pour changer cela. Les Asmat du centre ont même maintenant une forme écrite de leur langue parlée. Cela ne freine pas l'enthousiasme de Michael. Il a soif d'aventure et voit dans cette expédition l'occasion de comprendre la culture énigmatique des Asmat. Michael s'immerge parfaitement dans la tribu Asmat. Après tout, ces hôtes ne pratiquent pas le cannibalisme pour se nourrir. Il s'agit avant tout d'un rituel spirituel.
Le séjour de Michael et Wasing se déroule sans encombre jusqu'au 17 novembre 1961. Ce jour-là, ils empruntent un catamaran à moteur, manœuvré par 2 locaux. Ils sont en train de traverser l'estuaire d'une rivière qui se jette dans la mer Arafura, quand des vagues noient le moteur. Les autochtones tentent de le redémarrer sans succès. Étant donné que l'embarcation part à la dérive vers le large, les 2 papous demandent à leurs passagers de rester à bord, le temps qu'ils aillent prévenir les secours, puis plongent à l'eau. L'horloge fait le tour du cadran et les Occidentaux attendent toujours. La côte est maintenant à environ 19 kilomètres. On la voit à peine à l'horizon. Le doute s'empare de Michael. Va-t-on venir les secourir ? Il annonce à Wasing qu'il va essayer de rejoindre la terre à la nage. Il est sportif. Rien n'est impossible pour lui. Michael attache à sa taille 2 bidons d'essence vides, en guise de flotteur. « Je crois que je peux y arriver, dit-il à son ami, avant de sauter à l'eau. » Michael commence à progresser vers la ligne noire à l'horizon. Depuis le catamaran, Wasing l'observe s'éloigner. C'est le début du mystère. Michael Rockefeller. Le lendemain, un bateau vient secourir Wasing, qui explique que Michael est parti seul à la nage. Les autorités lancent une vaste opération de recherche. Le père de Michael et sa sœur Marie font le voyage depuis les États-Unis. Pendant 2 semaines, on fouille la mer Arafura sans parvenir à localiser Michael. Les autorités en arrivent à la conclusion logique qu'il s'est noyé. Une autre rumeur, plus effrayante, voit le jour. Après avoir gagné le rivage, Michael serait tombé nez à nez avec une bande de cannibales affamés. Mais le gouvernement néerlandais se veut rassurant. Il déclare que cette pratique est révolue. En Nouvelle-Guinée, en train de préparer l'indépendance de leur colonie, les Pays-Bas ne souhaitent probablement pas en faire une mauvaise publicité. En 1964, soit 3 ans après la disparition de Michael, il est déclaré officiellement décédé. Mais sa disparition mystérieuse va se transformer en véritable légende au fil des décennies. Et beaucoup de personnes vont mener l'enquête pour connaître la vérité. En 1969, Milt McSheen, journaliste du magazine Argosy, est contacté par un marin contrebandier australien appelé Donahue. Ce dernier lui raconte que, 2 mois et demi plus tôt, un homme en loque l'a abordé aux îles Trobriand, au large de la côte de la Nouvelle-Guinée, où il faisait escale. Boitant à cause d'une fracture du genou mal soignée, l'individu lui aurait dit « Je suis Michael Rockefeller. Pouvez-vous m'aider ?» McSheen recrute un caméraman, achète une quantité de pellicule 16 mm et va aux îles Trobriand pour en savoir plus. Le caméraman filme longuement son enquête, mais le journaliste ne réussit pas à percer l'énigme. Il publie néanmoins en 1974 un livre intitulé « À la recherche de Michael Rockefeller », qui fait la synthèse de son travail. Les années filent et le mystère s'épaissit. En 1997, on raconte qu'un détective privé embauché par la mère de Michael aurait rencontré en Nouvelle-Guinée des membres de la tribu Asmat. L'Américain aurait troqué le moteur de son bateau contre 3 crânes humains présentés par les indigènes comme ceux des seuls hommes blancs qu'ils avaient tués. Le privé aurait rapporté ces crânes en Amérique, persuadé que l'un d'eux appartenait à Michael. Seulement, ce récit fait l'objet de débats quant à son authenticité. La disparition de Michael ne cesse d'intriguer. Après 2 années et demie d'enquête sur le terrain, Karl Hoffman, un auteur américain, affirme que l'héritier a réellement été victime de cannibalisme en 1961. Peu de temps avant son naufrage, un grave incident s'était produit sur la côte ouest de la Nouvelle-Guinée, une région en proie aux guerres tribales que le gouvernement des Pays-Bas tentait de pacifier. Tandis qu'une patrouille de soldats néerlandais était intervenue à Haute-Janep, un village asmat, la situation avait dégénéré. Impressionnés et dépassés en nombre par les guerriers qui les attendaient de pied ferme, les jeunes militaires néerlandais avaient paniqué.
Ils avaient ouvert le feu sur les autochtones, faisant 5 victimes, avant de battre en retraite. Dans un état de frénésie meurtrière, les Asmat auraient alors réclamé la vie d'un homme blanc, afin d'honorer leur devoir spirituel de vengeance et contrebalancer la mort des leurs. Si Michael avait réussi à atteindre le rivage après son naufrage, il se serait potentiellement retrouvé face à ses guerriers et n'aurait eu aucune chance. Au fil de ses interviews, Hoffman obtient le témoignage préoccupant d'un missionnaire néerlandais. Un Asmat lui aurait confessé avoir mangé Michael avec d'autres cannibales. Son crâne, petit comme celui d'un enfant, aurait fini suspendu dans une hutte du village. Le pire serait donc arrivé en novembre 1961 et les autorités néerlandaises auraient volontairement caché cette vérité gênante. La disparition de Michael serait ainsi devenue une affaire d'État, mais elle va connaître un énorme rebondissement. Dans les années 2000, le cinéaste Fraser Edson décide de consacrer un documentaire à l'affaire. Il parvient à récupérer dans un entrepôt en Angleterre les films 16 mm tournés en 1969 par le caméraman de Mike Malchin. Il s'agit essentiellement de rushs, c'est-à-dire de plans bruts sans aucun son. Près de 10 heures de film. Mais Edson visionne toutes les bandes afin de sélectionner des prises de vue. Une des bobines 16 mm montre une scène maritime, des guerriers Asmat à bord de pirogues, pagaillent vers le rivage. Tandis qu'il regarde la scène, Edson stoppe le visionnage. Il repasse la séquence et fait un arrêt sur image. Le réalisateur n'en croit pas ses yeux. À bord d'une des pirogues se tient un homme blanc et barbu, quasi nu, comme les autres. Il arbore, lui aussi, des peintures tribales sur le visage, mais n'est visiblement pas né en Nouvelle-Guinée. Pouvait-il s'agir de Michael ? Et si il n'avait pas été tué, mais adopté par ceux que beaucoup considèrent comme de dangereux sauvages ? Ce mystérieux guerrier blanc ne sera jamais identifié, et aujourd'hui encore, on ignore ce qu'il est advenu de Michael Rockefeller. C'est la fin de cette histoire assez troublante. Je suis désolée, elle n'est pas très longue et je suis un petit peu absente de YouTube actuellement car je travaille sur 2 grosses vidéos. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.